thème crise migratoire et politique du chiffre, crispation identitaire, les crispations identitaires aux représentations fétichistes de l'extrême droite. En choisissant ce thème, j'ai bien voulu, disons, lever certaines équivoques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de migration, d'émigration, d'immigration ou d'exil, parfois on a des idées préconçues. Parfois c'est sur la base des préjugés. Parfois on victimise la victime et on déculpabilise le bourreau. Lorsqu'on parle d'émigration, ce n'est pas un fait anodin. On ne migre pas ou on n'immigre pas ou on n'émigre pas par choix, mais c'est par contrainte. Et on doit souligner la violence de ce déplacement géographique. Et le but de mon intervention ici n'est pas de culpabiliser ceux qui sont à l'origine de cette migration, de ce déchirement de l'être, mais c'est de tout simplement répartir à un certain niveau les responsabilités des uns et des autres. Aujourd'hui, l'Europe, pour moi, de manière générale, en tant qu'institution, l'Union européenne, de préférence, est en partie responsable de ce qui se passe aux frontières de l'Europe, et même au-delà. Je précise. Après l'épisode de Lampedusa, au cours duquel 300 Érythréens ont trouvé la mort à moins de 600 mètres des côtes européennes, les gouvernements européens se sont découverts une nouvelle vocation qu'ils avaient certainement oubliée, celle de défendre l'humanité. En tant que doctorant, en tant qu'étudiant, j'ai parcouru certaines statistiques réalisées par l'organisme français Campus France. Et j'ai découvert que les étudiants maghrébins, subsahariens, venaient en France, premièrement, non pas parce qu'ils avaient faim, non pas parce qu'ils recherchaient des meilleures conditions de vie économique, mais la première raison de l'arrivée des étudiants subsahariens en France particulièrement, c'est le désir de liberté. Parce qu'aujourd'hui, la liberté est refusée dans plusieurs pays subsahariens, que l'on parle du Cameroun, que l'on parle du Gabon, que l'on parle du Congo, que l'on parle du Tchad, que l'on parle du Niger, et bien au-delà, la question de la liberté est fondamentale. Et pendant plusieurs années, on nous a vendu cette idée de liberté. Cette liberté des droits de l'homme. La France, patrie des droits de l'homme. Malheureusement, avec les effets de l'électoralisme, on constate que cet idéal humanitaire des droits de l'homme va à volo, est en train de s'estomper. Et notre responsabilité n'est pas d'accuser, mais notre responsabilité est de rappeler l'histoire des démocraties européennes. Lorsqu'on parle des chiffres, lorsqu'on parle de migration, nord-sud et sud-sud, les chiffres sont affolants, puisque ça représente le contraire de ce qu'on nous présente dans les médias. En réalité, la migration, qu'elle soit faite du nord vers le sud, ou vice-versa, ou des pays du sud vers les pays du sud, eh ben, souffre d'une égalité criante. Parce qu'on est à 62% de l'émigration nord-sud et à 61% de l'émigration sud-sud. Mais il y a une autre priorité que l'on doit également stigmatiser en tant que défenseur des droits humains. Parce qu'on ne peut pas, disons, poser le voile sur ce qui se fait, sur ce qui se passe dans les cercles décisionnels européens. En tant que citoyens, on a pour vocation de crier notre colère. Parce qu'il y a une confusion qui est entretenue dans les instances décisionnelles européennes par rapport à l'accueil des migrants.
comment comprendre qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe est composée de 500 millions d'habitants environ, et on ne compte qu'environ 20 millions de migrants. Est-ce normal, vu la responsabilité de l'Europe dans ce qui se passe aujourd'hui, la surmédiatisation, la séduction de l'Occident, qui attire nos jeunes, qui attire les cerveaux, qui les pousse à partir de leur pays pour venir rechercher le clinquant de la société occidentale. L'Europe a une responsabilité, l'Occident a une responsabilité par rapport à cela. La fuite des cerveaux. Tous ces phénomènes doivent être mis sur la table. Et quand on remarque que dans l'Union européenne, le Parlement européen, représenté par des politiques, essaie de faire bouger les choses, le Conseil de l'Europe, majoritairement constitué des gouvernements, ralentit le processus de transformation de l'Europe. L'Europe est un avenir, l'Europe est un espoir. Il faudrait que nous tirions notre part de responsabilité dans ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe des centres de rétention. Le délai de séjour dans un centre de rétention s'estime à 18 mois. 18 mois dans un centre de rétention, une quasi-prison, un lieu d'enfermement et de destruction de l'humanité. Aujourd'hui, avec le mécanisme de Dublin qui amène des personnes à, lorsqu'ils sont arrêtés, plutôt que de les renvoyer dans leur pays, on les renvoie où? On les renvoie dans leur, non pas dans leur pays d'origine, mais dans les pays d'où ils sont arrivés. Aujourd'hui, l'Europe a cessé de fonctionner en tant que lieu d'émancipation de l'être. Aujourd'hui, on donne des responsabilités à des pays comme la Turquie, à des pays comme le Maroc, à des pays comme Malte, à des pays comme l'Espagne, Chypre, et j'en passe, pour être les gendarmes de l'Europe, pour arrêter les flux migratoires. Est-ce là la vocation de l'Europe? Je pense que non. Je ne parlerai pas de la France, mais je parle de l'Europe. Parce que cette responsabilité est collective, elle est donc civilisationnelle. Et les responsables politiques doivent assumer leurs échecs du fait de surfer sur la vague de l'électoralisme. Oui, le Front National prospère en France. Oui, Hoc Doré prospère en Grèce. Oui, il existe presque dans toutes les sociétés d'Europe occidentale un accroissement de la pensée extrémiste. Mais d'où cela vient-il? Cela vient tout simplement de l'incapacité des politiques à incarner l'espoir. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que militant des droits de l'homme est celui d'incarner l'espoir. La France a incarné l'espoir pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le général de Gaulle qui a porté l'espoir de la liberté. Il fut un migrant, lui, également, parce qu'il a été accueilli en Grande-Bretagne. Oui, l'épisode des Juifs, le génocide de plus de 3 millions de Juifs. Toutes ces idées, tous ces combattants, les tirailleurs sénégalais, les gouniers marocains, toutes ces personnes qui ont lutté pour la liberté, ne doivent pas être oubliées. Il est aujourd'hui de la responsabilité des politiques européens de prendre leurs responsabilités. Je n'indexerai pas d'abord les dirigeants africains, parce que eux, pour la plupart, on sait comment ils sont arrivés au pouvoir. Et je ne voudrais pas, premièrement, qu'on soit aveugle vis-à-vis de ce qui se fait. Parce que si les gens émigrent, c'est bien parce que la liberté qui leur est refusée dans leur pays est validée par certaines instances décisionnelles. Je ne ferai pas de la politique aujourd'hui, mais nous connaissons les ravages de la France-Afrique. Et on ne peut pas fermer les yeux devant ça.
lorsque les dictateurs sont maintenus au pouvoir, lorsqu'au Cameroun, on incarcère les gens sous prétexte qu'ils auraient volé de l'argent. Mais nous connaissons tous le fonctionnement des sociétés africaines. Lorsque dans des pays comme le Gabon, d'où je viens, une seule famille règne depuis 50 ans, on sait comment ça se passe. Lorsqu'au Congo, un dictateur qui règne depuis 32 ans fabrique un référendum pour légitimer son pouvoir, nous connaissons d'où il tire ses soutiens. Et il faudrait que nous soyons suffisamment conscients de cela. Je ne dis pas que les torts ne sont pas partagés. Mais ce que je dis tout simplement, c'est que, au nom de la vérité, nous devrions tout simplement faire montre de responsabilité. Je vous remercie. Bonjour, Charlotte militante pour la cause de l'agriculture africaine. Très bonne intervention, je vous remercie infiniment. À vous entendre, c'est un petit peu un cri de détresse pour la jeunesse africaine qui aujourd'hui fera cet affect de demain. C'est vrai qu'on n'a pas de solution concrètement en ce qui concerne justement cette fameuse France Afrique dont on parle. Effectivement, le constat est alarmant. Mais moi, je voudrais avoir un regard optimiste sur la question. Je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de sortir du discours, parce que tout ce que vous avez dit, on le sait, tout le monde le sait, on sait que c'est comme ça. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, on ne pourrait pas regarder les choses autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une action concrète de la part de la société civile, et j'en profite pour saluer l'action de Mme Traverso avec la DH, de la part du secteur privé aussi, et peut-être une autre approche du politique? Pourquoi ne pas choisir justement de travailler, dans la mesure du possible, main dans la main avec nos dirigeants, quels qu'ils soient, plutôt que de se braquer. Parce que comme je le dis, comme je le disais tantôt, la réalité elle est là, je ne pense pas. Voilà, concrètement, si vous avez des solutions. J'aime beaucoup cet adverbe concrètement. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète, et j'ai l'impression que c'est encore plus vrai en Afrique qu'ailleurs. Alors, Rokaya, je te passe la parole. Juste une précision concernant, je crois, Sassou Nguesso, autant dire son nom, un dictateur qui est là depuis 32 ans, je crois que tout le monde a compris. Donc vous disiez, on sait très bien qui sont ses soutiens. Moi, je ne sais pas très bien. Alors, c'est un secret de polichinelle, parce qu'aujourd'hui, il existe des ouvrages de référence qui traitent de la question de l'accession au pouvoir de M. Sassou Nguesso, qui arrive après un coup d'État, qui par la suite est débouté du pouvoir après la conférence nationale qui a eu lieu dans son pays, après l'organisation des premières élections démocratiques et multipartites. Et par la suite, qui revient au pouvoir en 1997, avec bien sûr la collusion d'Omar Bongo, qui a servi de sous-traitant dans la guerre civile. Mais là, au Congo. Vous parliez de la révision et de son référendum. Oui, mais en fait, je voudrais d'abord, dans un premier temps, faire l'historique. Oui. Par la suite, donc, on a le leçon Omar Bongo, grand ami de la France, qui a servi de sous-traitant. On a José Eduardo dos Santos, qui a même envoyé, Dangoula, qui a envoyé effectivement les soldats pour soutenir son ami congolais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ce qui se passe malheureusement, c'est que dans les réseaux France-africains, il y a un homme français, parce que les Blancs ne sont pas tous les mêmes, hein, comme le disait véritablement Malcolm X. Parce que parmi les Blancs, on peut en trouver également des bons et des moins bons. Comme partout. Comme partout. Donc, monsieur Sassou Nguesso, selon les écrits de monsieur François-Xavier Verschave, d'Auguste Mémoire, qui a été le président de l'association Survie, qui a beaucoup fait pour dénoncer
les atrocités de la France-Afrique, a démontré véritablement que nous avons, dans le retour de Sassou Nguesso au pouvoir, des réseaux focampiens ou post-focampiens, tels que incarnés aujourd'hui par l'avocat franco-libanais Bougie. Et ce qui me heurte en tant que jeune Africain, c'est de voir le balbutiement de la diplomatie française. C'est-à-dire que lorsque M. Sassou Nguesso a décidé d'organiser son référendum, la plus haute autorité française a balbutié. Et ce balbutiement n'est pas simplement lié au fait que M. François Hollande soit le plus grand ami de M. Sassou Nguesso, non. Je ne pense pas. Et cela montre tout simplement la captivité des politiques. Une fois au pouvoir, entre les mains de la prédation financière. Je pense que les peuples ont quand même aussi leur destin entre leurs mains, et le Burkina nous l'a montré encore récemment, avec là aussi une espèce de tripatouillage constitutionnel qui n'a pas été mené à son terme, et c'est plutôt bien, je crois. C'est le serveur servi, il se sert avant de servir les autres. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur, mais je pense que c'est contre les femmes. Hein. C'est la deuxième fois qu'il me refuse le diplôme. Enfin, moi, ce que je voulais dire, je remercie monsieur Moubamba pour son exposé. Mais ce qui m'interpelle, c'est comme si on est passé de la migration à une tribune sur la gestion de la politique en Afrique. Certes, c'est ce qui est à la base peut-être de ce à quoi on assiste aujourd'hui, mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu, qu'on se ressente un peu sur une question en tout cas qui m'interpelle en tant que mère, et ayant vu au Sénégal, mon pays d'origine, la détresse et le cri des mères qui ont perdu leur fils en Méditerranée. Je connais une association qui n'est constituée que de ces femmes-là. Au jour d'aujourd'hui, tantôt on a parlé de l'éducation, tantôt on a parlé de l'interculturel. Mais moi, je pencherai sur une question. Comment, surtout sur le plan culturel, déconstruire le rêve européen, le rêve de l'Eldorado européen. Je dis cela parce que vous êtes jeunes et c'est à vous de déconstruire cela. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien, on ne peut pas changer un système si on n'est pas dedans. Moi, j'aime bien quand quelqu'un est du dehors et qu'il décrit. Mais j'apprécie encore plus quand il se bat pour être dedans et pour vouloir changer les choses de l'intérieur. C'est mon avis. En ce qui concerne l'Union européenne, ce ne sera pas très facile. Oui, Madame Rokhaya, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que vous avez parfaitement raison en tant que mère sénégalaise, mais n'oublions pas. Pardon? Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, le rôle des diasporas dans la transformation des pays qui aujourd'hui font la fierté de certains continents. Lorsqu'on regarde la Chine, lorsqu'on regarde Israël, lorsqu'on regarde le Mali, lorsqu'on regarde le Sénégal, leurs diasporas ont eu un rôle fondamental dans le développement actuel. Et on peut transformer des choses de l'extérieur. Il suffit simplement d'être organisé. Donc l'organisation ici doit être mise en place. Il existe certainement déjà des choses au sein de la diaspora africaine, de France, mais nous pouvons également mieux faire. Donc comptons d'abord sur la diaspora, parce que la diaspora est plus libre d'exprimer des opinions qui sont tues, parfois par des dictatures. Vous venez du Sénégal, le Sénégal c'est une société ouverte, plutôt démocratique. Mais si vous étiez camerounaise, si vous étiez gabonaise, congolaise, et j'en passe, je pense que votre discours serait totalement différent. Centrafricaine aussi. Oui. Roger Chana, IDH. Nous avons commencé à pointer les responsabilités. Je crois que pointer les responsabilités nous amènera peut-être à trouver des solutions.
les responsabilités sont partagées. Je vous remercie d'avoir commencé à pointer les responsabilités des dirigeants africains. Si je reviens sur les responsabilités des dirigeants occidentaux, pourquoi les dirigeants occidentaux agissent ainsi? Je me pose la question, est-ce que les dirigeants occidentaux ont intérêt à ce que l'Afrique s'enfonce? Pourquoi un dirigeant occidental soutiendrait les dictateurs? Je ne comprends pas la responsabilité des Occidentaux. Pourquoi je ne sais pas, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi un dirigeant occidental soutiendrait un dictateur, sachant qu'il enfant son peuple? Alors, on va laisser peut-être M. Mwamba répondre s'il le souhaite sur cette question-là, parce qu'effectivement, on peut se la poser. Quel est l'intérêt, au bout du compte, effectivement, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que par le passé, il y a certainement ici ou là quand même quelques bonnes raisons. Monsieur, ou bien réponse? Alors moi je ne pense pas véritablement qu'il y ait un intérêt de la part des dirigeants européens de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Je ne pense pas que M. Hollande, je ne pense pas que Mme Merkel ait quelque chose de personnel à gagner. Mais ce que nous devrions tout simplement souligner, et je l'ai déjà fait, il existe des réseaux. Aujourd'hui, les multinationales sont plus puissantes que les États. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs, mais je m'arrête là. Best of mine, but